Le 16 juin 1976, le township de Soweto en Afrique du Sud devient le théâtre d'un soulèvement historique. Des milliers d'élèves sud-africains descendent dans les rues pour protester contre l'imposition de l'afrikaans comme langue d'enseignement. Cette décision symbolise l'une des nombreuses stratégies du régime de l'apartheid pour perpétuer l'oppression des populations noires. Ce qui devait être alors une manifestation pacifique tourne au massacre lorsque la police ouvre le feu sur des jeunes désarmés. Parmi les victimes, Victor Peterson, âgé seulement de 12 ans, devient l'icône tragique de cette répression et son corps sans vie est porté par un camarade sous les yeux de sa sœur. Cette image fera le tour du monde, cristallisant l'indignation internationale face à la brutalité du régime du Sud-Africain. Mais cette révolte ne surgit pas de nulle part. En réalité, elle est l'aboutissement des décennies d'oppression systémique où l'éducation est utilisée comme un outil de contrôle et de subordination. Les questions qu'on se pose sont alors pourquoi cette mobilisation a-t-elle pris une telle ampleur et quel fut son impact sur la chute du régime de l'apartheid. Dans cet épisode de Portrait, nous explorons comment l'éducation a été instrumentalisée pour maintenir une hiérarchie raciale et comment, en retour, elle a été un vecteur de contestation et d'émancipation. Soweto, qui est l'acronyme de South-Western Township, n'est pas un simple quartier de Johannesburg. En réalité, elle est une ville dans une ville façonnée par l'histoire coloniale et la ségrégation raciale. Dès les années 1900, avec la croissance économique liée à l'exportation minière, les autorités blanches cherchent à éloigner la population noire du centre urbain. La loi sur les zones de groupe de 1950 instrumentalise cette ségrégation. Les Noirs sont contraints de vivre dans des townships sous-développés, éloignés des infrastructures et des opportunités économiques. Mais Soweto n'est pas qu'un espace de marginalisation, c'est aussi un foyer de résistance. Depuis les années 1950, les mobilisations se multiplient, portées par des organisations comme la ANC et des figures de lutte anti-apartheid. En 1976, c'est la jeunesse qui prend le relais en affirmant que les oppressions ne se jouent pas seulement dans les rues, mais aussi dans les salles de classe. L'apartheid, instauré en 1948, ne se limite pas à une ségrégation spatiale. Il repose aussi sur une ségrégation des savoirs. Avec la Bantu Educates Act de 1953, l'État sud-africain impose un système scolaire conçu pour limiter l'accès des Noirs à l'éducation et à les maintenir dans des emplois subalternes. Les écoles des townships sont sous-financées, les classes surpeuplées et les programmes scolaires visent à inculquer une soumission à l'ordre établi. En 1974, une nouvelle mesure accentue la justice. L'afrikaans, la langue de l'administration blanche, devient obligatoire dans les enseignements secondaires. Pour les élèves dont la langue maternelle est le Zoulou, le Xhosa et le Sotho, cette imposition est une violence supplémentaire. Mais au-delà de la barrière linguistique, cette réforme est perçue comme une tentative d'effacement culturel, un moyen d'affirmer la domination des Afrikaners sur la population noire. Face à cette politique, les lycéens de Soweto, organisés par la South African Student Movement, décident de réagir. Ce qu'ils ignorent encore, c'est qu'ils s'apprêtent à marquer l'histoire de la manière la plus tragique qui soit. Le matin du 16 juin 1976, entre 10 000 et 20 000 élèves se rassemblent pour une marche pacifique à travers les rues de Soweto. Ils portent des pancartes, scandant des slogans et réclamant une éducation juste. Mais face à eux, l'État choisit la répression. C'est alors que la police bloque la manifestation et après quelques minutes de tension, ouvre le feu sur les jeunes. Dans un premier temps, les grenades lacrymogènes, puis des balles réelles transforment le marché en un bain de sang. Soweto devient alors un champ de bataille. Des centaines d'adolescents trouvent la mort et d'autres sont blessés. Parmi eux, Hector Peterson. Sa mort devient alors un symbole mondial de la brutalité du régime sud-africain et la photographie qui immortalise sa dépouille fait le tour du monde. Mais loin de briser la mobilisation, cette violence renforce la détermination des jeunes sud-africains à se battre pour leur liberté. Les émeutes de Soweto marquent un tournant décisif dans la lutte contre l'apartheid. Loin d'intimider la population, la répression radicalise une génération entière. Après 1976, la contestation s'étend bien au-delà des écoles de Soweto. Des soulèvements éclatent dans d'autres villes en mobilisant lycéens, étudiants, syndicats et militants. Face à la répression accrue du régime, de nombreux jeunes choisissent l'exil pour rejoindre des mouvements de lutte armés comme l'ANC ou se forment politiquement à l'étranger. Cette période marque ainsi un basculement. La résistance devient plus structurée, plus
offensif et ne se limite plus aux actions des figures emblématiques comme Nelson Mandela. Sur la scène internationale, le massacre de Soweto provoque une onde de choc. L'image d'Hector Peterson fait le tour du monde, révélant la brutalité du régime et en accélérant l'isolement diplomatique de l'Afrique du Sud. Sous la pression de l'opinion publique, plusieurs pays imposent des sanctions économiques et politiques, ce qui fragilise le gouvernement blanc. Désormais, l'apartheid n'est plus seulement contesté à l'intérieur, il devient une question de justice mondiale. Cette mobilisation, initiée par les jeunes révoltés, contribuera près de 20 ans plus tard à l'effondrement du régime et à la naissance d'une Afrique du Sud démocratique de 1994. En 2005, lors de ma visite à Soweto, j'ai découvert une ville en pleine mutation. D'un côté, certains quartiers se modernisent avec l'émergence d'une classe moyenne noire, et de l'autre, des poches de pauvreté résistantes témoignent des fractures sociales héritées de l'apartheid. Mais Soweto n'a rien perdu de son esprit de résistance. C'est un espace où la mémoire de la lutte est vivante, où l'histoire est racontée à travers des musées, des graffitis et des discussions entre générations. Des initiatives locales cherchent à améliorer l'éducation, à créer des opportunités pour des jeunes et à transformer les inégalités urbaines. Le township reste un symbole puissant, celui d'une jeunesse qui en 1976 a refusé de se taire et a changé le cours de l'histoire. L'histoire de Soweto ne se résume pas qu'à la ségrégation. Elle incarne avant tout une dynamique de résistance et nous enseigne une leçon fondamentale sur la façon dont les mouvements sociaux émergent là où l'oppression atteint son paroxysme en transformant l'injustice en un moteur de révolte et de changement. Loin de contenir la contestation, la répression du 16 juin 1976 a nourri un sentiment d'injustice si puissant qu'il finit par faire tomber un régime entier. Cette révolte prouve aussi que le changement ne vient pas toujours des élites, mais de celles et ceux qu'on tente de réduire au silence. La jeunesse de Soweto, méprisée par le pouvoir, a prouvé qu'elle pouvait façonner l'histoire. Soweto n'est pas qu'un lieu de mémoire, c'est un exemple pour toutes les sociétés confrontées à l'injustice. Un rappel que chaque oppression porte en elle les germes de sa propre destruction. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour explorer d'autres récits de lutte et de résistance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tes propositions et réflexions sont les bienvenues dans l'espace commentaire. Alors n'hésite pas à partager ton avis. Moi je te dis à la prochaine, c'était Monsieur Yeman. Peace.